Donc, Mais c'est Star Trek. Alors, je suis né en 1972, donc j'aurai 100 ans. ah ouais, Ouais, incroyable. ça fait mal, ouais. Je vais peut-être quitter mon corps d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. On est une soixantaine connectés, c'est top. Je pense que c'est un sujet qui intéresse grand nombre d'apprentis, sommeliers, cavistes, de gens de la filière. Vous êtes sans doute peut-être cavistes, apprentis ou passionnés de vin ou vignerons. Ou abonné de la Revue des Vins de France. Et abonnés de la revue, donc fidèles passionnés de vin. Donc aujourd'hui, sujet très intéressant qui nous a été lancé par Julie Reux. Donc nous, on a lu un jour ce qui s'appelle Vino Futur. Ce magazine nous est tombé voilà, dans les mains et on s'est dit, OK, il y a un sujet à creuser. En tout cas, il y a des consciences voilà, des questions qui se soulèvent aujourd'hui et des questions à se poser dans la filière viticole. Et donc, pour cela, il y a Julie Heureux qui va intervenir avec David Michelis, qui est vigneron en Côte-Rouennaise, donc à Ambierle depuis 2 ans. Maintenant, il s'est installé. Voilà, et donc, qui va venir aussi nous apporter un côté pratique en tant que vigneron dans sa vie quotidienne au sein de ses vignes. Voilà, tu as été gagnant du concours Vigneron et Terroir d'Avenir, lancé cette année, donc où tu pourras nous raconter un petit peu tout ce que tu as mis en place au sein du domaine pour répondre à ces questions, notamment environnementales. Je vous laisse vous présenter. Qui veut commencer? Julie, à toi l'honneur. Ok, d'accord, je me lance. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là. Donc merci pour l'invitation. Alors moi, donc Julie Reux, je suis journaliste. Je suis bretonne aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. Quelle qualité? Comment? C'est une sacrée qualité que tu as là. N'est-ce pas? Donc, mais j'habite près de Nantes et je suis journaliste spécialisée vin. Je travaille pour différents titres de la presse vin, donc la Revue du Vin de France, mais aussi Le Vin Ligérien, qui est un magazine spécialisé pour les vins de Loire, et depuis peu pour Vitisphère. Et j'ai donc créé en 2021 Vino Futur, un journal entièrement consacré au futur du vignoble, qui propose effectivement un voyage dans 2072, dans 50 ans, donc, pour explorer un peu le futur. Et voilà, sur tous ces aspects, ça s'adresse aux passionnés de vin, professionnels ou amateurs, on va dire très passionnés quand même. Et l'idée, c'est vraiment de provoquer l'imagination, d'alerter, effectivement, de sensibiliser, mais aussi d'aller explorer en s'interdisant aucun scénario, vraiment en allant à fond dans l'exploration, y compris à travers la fiction, et aussi en laissant la place à des artistes qui peuvent apporter un autre regard et peut-être titiller l'imagination, etc. En tout cas, c'est l'idée, quoi. Voilà. Alors oui, donc le numéro 1 a été publié en janvier et le numéro 2 paraît en décembre. Voilà, donc c'est un par an. Je vais à mon rythme tranquille. Voilà. Ouais, ça, vous êtes une équipe, tu t'entoures aussi, comme je disais, d'artistes, etc. Ça met du temps et on sent qu'il y a de la réflexion et un travail de terrain important auprès des vignerons. Alors oui, en fait, je raconte un peu comment c'est arrivé, Vino Futur. En fait, donc moi, dans mes reportages, je suis souvent amenée à aller dans le vignoble, notamment le vignoble de Loire. C'est un peu mon terrain de chasse, si on peut dire. Et je suis allée notamment faire le reportage qui est devenu un peu un marronnier des vignerons qui travaillent dans le vignoble, le reportage spécial gel. Donc voilà, le gel d'avril 2021. Donc en l'occurrence, je suis allée dans le Layon, c'était à Quart-de-Chaume, et donc je suis allée au petit matin, enfin dans la nuit, j'ai garé ma voiture dans le noir, enfin bon bref, j'ai failli tomber dans plein de fossés, mais bon, peu importe. Et en fait, voilà, j'étais là, j'ai pris des photos, je les ai aidés à allumer leurs bougies, je les ai entendus, je les ai écoutés, etc. C'était assez éprouvant. Et au petit matin, une fois que tout le monde est rentré chez lui, on a bu le café, etc., j'en ai profité pour aller voir des vignerons du secteur que je connais
et pour discuter un peu. Donc, ils étaient tous un peu chamboulés, fatigués. Enfin, bref, c'était un matin un peu difficile, quoi. Et j'ai eu des discussions avec des vignerons aguerris, expérimentés, qu'en ont vu d'autres. Hein. Ce n'est pas en plus leur premier gel, mais je me souviens notamment d'un échange avec un vigneron où, à la fin de l'échange, je dis mais d'accord, mais en fait, c'est quoi la solution finalement parce qu'on avait fait le tour un peu de tout ce qui se faisait contre le gel. Et là, il m'a regardé, il me dit bah là, franchement, arrêtez de faire du vin, en fait. Et là, non seulement j'ai vu que lui se posait vraiment la question, que c'était une question qui n'était pas pour le coup, c'était pas de la science-fiction, c'était vraiment une question existentielle que lui se posait. Et voilà, il était assez pessimiste en fait. Donc depuis, il s'est retapé, donc tout va bien, mais quand même quoi. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que quand on explorait le futur du vin, il y avait vraiment des questions existentielles qui surgissaient très rapidement, et que poser la question de quel vin dans 50 ans, ben, c'était aussi comment on va, est-ce qu'on sera encore là, quoi. Donc il y a une vraie angoisse, et donc il faut aussi y répondre en fait. Donc voilà, donc d'où l'idée du journal. Voilà. Bah oui, c'est ce que, juste pour terminer là-dessus, je voyais dans l'article qui est passé justement dans la RVF le mois dernier sur le bilan carbone, et il y a le vigneron, je crois que c'est Vincent Hayet, qui disait si je ne fais rien aujourd'hui, je ne pourrais plus faire de vin tout court. Ouais. Alors, en fait, il n'est pas le seul à l'avoir dit. Hein. Monsieur Drapier, j'ai oublié son prénom, dit aussi un peu la même chose. En fait, c'est assez étonnant parce que quand on le dit comme ça paraît hyper pessimiste. Si ça se trouve, il y aura plus de vin dans 50 ans, et les gens disent ça y est, voilà, c'est la Cassandre. Enfin, voilà, on annonce l'oiseau de malheur, là, qui a de mauvais augure, qui annonce l'apocalypse, etc. Ça paraît exagéré, mais alors, je ne sais pas si c'est exagéré ou pas, on verra dans 50 ans. Ce qui est sûr, c'est que l'angoisse des vignerons, elle est réelle, en fait. Et ça, je le mesure assez vite. Ils n'en parlent pas tous les jours, ils n'en parlent pas tout le temps, ils ne pensent pas qu'à ça. Il y a plein d'autres enjeux quand on est vigneron aujourd'hui. Mais c'est dans la tête d'absolument tous les vignerons que je croise. Il suffit de poser la question et d'évoquer le sujet avec eux pour voir surgir vraiment des vraies questions existentielles, quoi. Et quand je dis existentielles, c'est vraiment, ils sentent que leur existence est aujourd'hui un peu chamboulée. Alors, ça dépend des régions, certains plus que d'autres, évidemment. Il y a toujours des gens, enfin voilà, c'est un peu méchant de dire ça, mais il y a des gens qui sont déjà en 2072 dans leur tête, il y en a qui sont encore en 1982 aussi. Voilà, donc c'est comme ça, il faut faire avec. Et donc, évidemment qu'il y a des gens qui n'y pensent pas, ou qui en tout cas voilà, ne voient pas très bien pourquoi en parler autant. Mais globalement, et surtout les jeunes vignerons, évidemment, ils sont quand même voilà, et l'été, l'année qu'on vient de vivre, en Loire, il y a eu beaucoup de gel, hein, pratiquement 5 années sur 10 hein, ces 10 dernières années. Donc c'est peut-être pour ça aussi, moi étant en Loire, j'ai vraiment vu aussi l'impact des aléas climatiques à tous les niveaux, y compris sur les techniques, la qualité des vins, le moral, la santé économique. Tu as une question, Julie, et puis on va peut-être Ah, passer la main ensuite oui, à David oui, qui il se faut présentera. m'arrêter. Pourquoi une projection à 50 ans et pas à 20 ans? Bon, je sais que tu y réponds un peu C'est dans une bonne l'article. question. C'est une bonne question. 50 ans, en fait, je voulais pas que ce soit trop proche, justement pour obliger un peu à lever le nez du verre et du terroir, etc., et s'autoriser à vraiment imaginer des choses, y compris des choses qui paraissent un peu dingues. Et 20 ans, c'est presque court, en fait, quand on plante du raisin. En fait, 50 ans, c'est pas si loin que ça, en fait, déjà. Et 20 ans, c'est carrément demain, en fait. Donc, voilà, on le voit surtout les nouveaux cépages, etc. 20 ans, à l'échelle du vin et du vignoble et d'un pied de vigne, c'est même pas le futur, en fait, c'est déjà là. Donc, 50 ans, c'est le minimum, en fait, pour se projeter. Et c'est aussi, voilà, voilà, la génération, moi j'ai 40 ans, je peux dire mon âge, et je me dis, voilà, dans 50 ans, mon fils sera à la fin de sa... Enfin voilà, c'est aussi une génération, quoi, de se dire, voilà, c'est mes petits-enfants, en fait. Donc, bref, il y a plusieurs choses. 50 ans, ça m'a paru un bon... Mais j'aurais pu choisir 20, 30, 40, 50... Enfin voilà, c'est arbitraire, hein, mais moi, j'ai choisi 50 ans. Voilà. Et je voulais aussi, en fait, les échéances climatiques, politiques sont souvent en 2050. Il y a cette barrière-là. Moi, je voulais aller après. Je voulais aller après, justement, pour sortir du futur désirable et aller vers
autre chose, quoi. Voilà. Et arrêter enfin, voilà, OK, on a le plan, mais qu'est-ce qui se passe si le plan il marche pas ou si au contraire il marche? Enfin bref, je voulais aller après le coup près de 2050. Voilà. Entendu. Merci pour cette explication sur Vino Futur. Et donc, parole à David, si tu veux bien te présenter, toi qui es du côté vigneron et qui t'es installé en connaissance de ces problématiques, justement. Alors bonsoir à tous. Moi, je m'appelle David Michelis. J'ai fondé le domaine Rénitéo le 1er avril 2021 sur la commune d'Ambières, au nord de l'appellation côte-rouennaise, sur des très jolis terroirs de granit. Je suis issu d'une première carrière, pas du tout dans le monde du vin, dans le monde du spectacle, et puis d'une reconversion professionnelle qui m'a amené à diriger un label environnemental qui s'appelle Terravitis, qui est un label d'ampleur aujourd'hui dans la filière, et puis à basculer un petit peu plus tard du côté de la production, voilà, en m'intéressant plus spécifiquement à ces questions de résilience et d'adaptation du vignoble aux changements de demain, qui soient climatiques, mais pas que, énergétiques, sociétales. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Pour moi, 2072, c'est pas que quel vin boirons-nous, mais aussi qui consommera du vin en 2072, comment, comment on le produira, pas seulement avec les vignes, mais avec tout le reste, avec les problématiques énergétiques voilà, qui frappent à la porte là de plus en plus fort et qui posent des questions. Et donc voilà, moi je me suis installé par passion du vin et puis en me disant, ben voilà, il y a des défis à relever et c'est bien sympa d'être directeur d'un label dans la filière, mais il faut aussi montrer l'exemple et y aller, mettre les mains dedans. Donc j'ai fait le bon. Je me suis installé le 1er avril et j'ai gelé à 80% le 7 avril 2021, dans la nuit du 7 au 8. Donc, Julie, ce que tu évoques voilà, résonne particulièrement fort dans mon jeune parcours de vigneron. Depuis, je suis assuré climatiquement, même si ça pose d'autres questions et que les batailles politiques en cours sur la révision des moyennes de rendement sur lesquelles sont calculées les indemnisations, des assurances, etc., me posent aussi beaucoup de questions et me heurtent à plein d'endroits. En tout cas, voilà, tout de suite, j'ai subi un aléa climatique de taille et qui oblige d'emblée à repenser le projet, à le repositionner, même si on l'écrit avec la meilleure volonté du monde et on va dire les meilleurs atouts sur le papier, ben voilà, on se prend un gel de 70% et puis le banquier vous dit hop, c'est fini, on arrête les travaux, vous venez de commencer, vous avez déjà plus d'enveloppe, il faut revoir le projet. Donc voilà, ça oblige à rebrasser les cartes et à se remettre en cause et à remettre le projet en cause. Et puis en 2022, en mars 2022, j'ai gagné le concours Vigneron et Terroir d'Avenir, qui est piloté par la Fondation Montpellier Supagro et le groupe Advini. Et ce concours, il met à l'honneur un terroir sur lequel il y a un dynamisme et un avenir porteur pour le monde du vin, et un vigneron qui a des ambitions et des envies et des idées pour faire rayonner ce terroir. Et donc, il se trouve que j'ai gagné le concours, je suis premier prix. Alors, c'est un concours national, il y a plein de jeunes qui postulent, etc. Et puis, on est 6 à passer devant un jury de professionnels de la filière et ensuite à soutenir notre projet. Et en particulier, mon projet a fait l'objet d'une attention du jury et a été retenu pour la projection, on va dire, environnementale et globale et la résilience globale du vignoble que je souhaitais installer. Donc, je ne suis pas un expert sur les sujets qu'on va aborder ce soir, mais voilà, j'envisage des petites pistes, parfois très simples et très terriennes, au vignoble comme en cave, comme ensuite en distribution, pour essayer de faire encore du vin en 2072, si possible. Et justement, si on repart on regardait dans Vino Futur, Julie, il y a plusieurs clés qui sont mises en avant, notamment planter dans des endroits plus frais ou des endroits comme tu parlais justement, il y avait des vignerons qui plantaient en montagne ou un petit peu en altitude. Quelles sont aujourd'hui les zones qui seraient les plus viables, par exemple? Alors, en fait, il y a deux choses. Enfin, il y a le changement climatique, il y a aussi l'ouverture des droits de plantation en 2016 qui a fait que ce qui était impossible autrefois, aujourd'hui, est autorisé. Donc, forcément, ça ouvre aussi plein de possibilités. Et c'est vrai que le changement climatique, effectivement,
rend des zones qui n'étaient pas réputées pour le vin, on va dire, où on ne pensait pas pouvoir faire mûrir du raisin, enfin voilà, des futurs vignobles. Alors, il y a la Bretagne, voilà, ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, j'ai fait, tout le coup, j'avais fait un article aussi là-dessus pour la Revue du Vin de France, et ce que j'ai vu m'a convaincue parce que ce sont des professionnels avec des projets professionnels, des ambitions professionnelles. Enfin voilà, ils ne font pas ça pour s'amuser ni pour faire du vin de touriste, hein. C'est vraiment un projet de vignoble de terroir, etc. Après, voilà, c'est très compliqué parce que ils partent de rien, donc ils n'ont rien. Donc quand vous appelez un notaire en Bretagne pour acheter d'une vigne, il ne sait pas comment faire. Quand vous appelez le banquier, il ne sait pas comment ça se monte un projet viticole. Enfin bon, tout est comme ça. Donc voilà, mais voilà, après, voilà, en fait, toutes les régions du Nord, enfin voilà, aujourd'hui il y a la Normandie, la Belgique, même les Hauts-de-France, enfin, en fait, j'ai envie de dire partout où tout est possible, en fait. J'ai même, enfin voilà, il y a aujourd'hui des vignerons qui s'installent dans la Creuse. Voilà, en fait, les vignerons vont chercher de la fraîcheur, et donc forcément, le vignoble va remonter. Enfin, forcément. En fait, les projections climatiques montrent quand même que le vignoble pourrait remonter vers le sud. Alors, il y a plusieurs études. Bon, déjà, il y a enfin, déjà, le climat a déjà beaucoup changé. Et c'est vrai que, par exemple, le climat de Rennes aujourd'hui, c'est le climat d'Angers il y a 50 ans. Voilà. Donc déjà, voilà, on a le climat de l'Anjou il y a 50 ans. Après, bon, certains vous diront que l'Anjou il y a 50 ans, ce n'était pas forcément formidable. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Donc dans 50 ans, ça sera encore différent. Certains parlent de méditerranéisation de la Bretagne. Donc bon, on verra. Mais en fait, il y a ces régions viticoles, ces nouveaux vignobles qui émergent. Mais c'est aussi voilà, chercher en altitude, effectivement. J'ai évoqué Wilfried Garcia là, qui a planté en Cerdagne, donc dans les Pyrénées, là, du côté de Font-Romeu, à 1300 mètres d'altitude, qui a été pris pour un fou, et puis qui m'a dit aujourd'hui, j'ai plein d'appels de vignerons qui, en fait, se rendent bien compte que dans la plaine du Roussillon, ça ne va plus être possible, en fait. Donc, ils cherchent la fraîcheur, sauf que ça aussi, c'est très compliqué parce que la terre agricole en haute montagne, c'est précieux. Voilà, donc ils ne la lâchent pas comme ça, les agriculteurs. Donc voilà. Enfin, c'est des pionniers qui vont faire ça, soit des gens avec beaucoup de fonds, etc., soit au contraire des aventuriers de l'extrême. Et aussi au sein des appellations, il y a un mouvement aussi au sein des appellations qui a déjà démarré et qui va continuer encore, où les parcelles, par exemple, exposées au sud, etc., qui étaient autrefois prisées, qui étaient les meilleurs coteaux, tout d'un coup, c'est pas qu'elles perdent de la valeur, mais tout d'un coup, le coteau exposé au nord, finalement, c'est pas. À Pouilly, justement. Enfin, oui, c'est ça que tu voulais dire, Franck. Non, dans ce cadre-là, il y a un des grands vins blancs emblématiques de Provence qui était déjà en avance, c'est Château Simone avec son exposition nord, tu vois. Donc, Oui, mais enfin, oui, en fait, oui, dans le sud, ils cherchent toujours un peu la fraîcheur, quoi. Enfin, voilà, mais là, ça va être encore plus vrai. C'est surtout en fait, finalement, dans les vignobles aujourd'hui tempérés, c'est peut-être là où il y a le plus de. Enfin, tempérés. Vous savez, enfin, voilà, pas typiquement la Loire, c'est ce que je connais le mieux, de toute façon. C'est là, finalement, où le delta de changement va être le plus violent, quoi, parce que tout d'un coup, ils vont se retrouver avec des climats vraiment sudistes qui ne savent pas forcément gérer. Donc là, effectivement, l'exposition, etc. Et puis surtout en Loire, pendant très longtemps, il fallait absolument du soleil, du soleil, du soleil, parce que le gros enjeu de ces vignobles a longtemps été d'atteindre des bonnes maturités. Tout d'un coup, ça se renverse, et au contraire, il faut essayer de pas aller trop loin, quoi. Donc, et plutôt aller chercher la fraîcheur. Donc, ça fait quand même une sacrée révolution. Et justement, alors comme disais, j'allais te poser cette question, mais Mélanie Laguet est en train de la poser. Alors, que fait-on des vignobles qui sont déjà plantés dans le sud? Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est l'irrigation? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces vignobles plantés dans le sud? Est-ce que les vignerons... Alors, je ne suis pas Madame Irma, donc je Non, ne voilà. sais pas ce qui va se passer. En fait, j'entends deux sons de cloche. Il y a voilà, des études notamment une étude d'Américains
qui évoquait l'idée qu'en fait 50% du vignoble français pouvait disparaître en fait d'ici la fin du siècle, et notamment les vignobles du Sud. Donc il y a vraiment une vraie menace, voilà, parce que le climat va devenir trop aride et trop chaud, quoi. Donc il y a une vraie menace, mais j'entends aussi des gens dire, des vignerons dire non, mais en fait nous on sait gérer le chaud, on sait déjà, on est déjà prêt. On a déjà les cépages, on est prêt, notamment voilà, sur l'irrigation, on est pour, on est contre. Il y a, enfin, voilà, il y a un vrai débat qui, à mon avis, ne fait que commencer et qui va s'intensifier. Si tant est qu'on a un été un peu trop chaud encore l'année prochaine, vous allez voir, ça va vite devenir assez brutal comme débat. Mais on a déjà commencé à le voir. Mais en fait, ils sont beaucoup plus près que, encore une fois, dans les vignobles du Nord où c'est vraiment très très nouveau, quoi. La canicule, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Loire, quoi. Enfin, Donc, le Sud est plus préparé finalement et déjà avec j'ai entendu ça et je trouvais ça plutôt intéressant, effectivement, quoi. Après, tous les vignobles sont concernés de toute façon par le changement climatique. Chaque vignoble aura ses défis, en fait. Comme aujourd'hui, c'est déjà le cas. Il n'y a pas de zone viticole en France où c'est le paradis, où tout est parfait. Il y a toujours un risque qui pèse, enfin, voilà, que ce soit une maladie, un aléa climatique, une difficulté liée au terroir. Enfin, il y a toujours un problème donc, à gérer. Et ils se spécialisent là-dedans, en général, les vignerons. Donc voilà, là, ils vont devoir se spécialiser dans d'autres problèmes, mais ça sera des nouveaux problèmes. Mais voilà, il n'y aura pas de zone, comment dire, protégée du changement climatique ou préservée, ou voilà, ou d'Eldorado où tout se passera bien dans le meilleur des mondes, quoi. Donc voilà. Vas-y, Justine, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Non, vas-y. Non, je disais, et toi, du coup, David, comment tu l'as senti ce dernier millésime? Est-ce que dans ta région, enfin, en tout cas, en Côte-Rouennaise, tu as ressenti justement ces craintes au niveau de la chaleur et des précocités? Alors oui, sur les 2 années, 2 millésimes extrêmement différents, des problématiques qui n'ont rien à voir. Un millésime avec justement une précocité qui fait qu'on subit un gel violent, pas forcément dû aux épisodes de gel qui, eux, existent depuis toujours, mais plutôt dû au fait que le mois de février est de plus en plus chaud et que le climat se réchauffe de plus en plus tôt dans l'année, ce qui fait que nos vignes démarrent leur cycle végétatif et puis se retrouvent grillées par le gel alors qu'elles commencent à bourgeonner. Et ensuite des précipitations, ici en Côte-Rouennaise en tout cas, énormes et largement au-delà des moyennes annuelles. Et cette année, l'effet inverse, même chose au niveau du gel, on est passé à quelques jours quand même du gel et il y a plein de vignobles, dont certaines parties de la Loire qui ont encore fortement gelé cette année. On en a beaucoup moins parlé parce que ce n'est pas un gel historique comme en 2021, mais tout de même, il y a beaucoup de vignerons touchés. Nous, on est passé à pas grand-chose, mais on avait pris la précaution cette année de tailler beaucoup plus tard et de faire attention de ne pas plier nos baguettes trop tôt, ce qui fait qu'on a eu des démarrages un peu plus tardifs et du coup, pas de casse, ou moins de casse en tout cas. Et par contre, on a un gros problème cette année qui est le manque de précipitations, puisque l'année dernière, on est à, de mémoire, autour de 1200 mm en 8 mois. Et sur la côte rouennaise, en général, on a 700 à 800 en un an. Donc voilà, et cette année, on est plutôt en déficit, on est plutôt parti pour faire les 500 en un an, donc vraiment en dessous de la moyenne. Donc pour moi, la problématique, c'est plutôt comment on va s'adapter à ces grands écarts-là et comment on va faire en sorte que la vigne, elle puisse s'y adapter. Cette année, par exemple, on a une très très belle qualité de vendange, on a de très belles charges sur les ceps. Par contre, on a peu de jus, parce que voilà, mécaniquement, il y a peu d'eau, et donc la vigne en absorbe peu, et elle rend plus de pulpe et de peau et de pellicule que de jus. Donc on a des vins qui sont un peu déséquilibrés par certains endroits. Enfin, il faut les vinifier avec attention. Et après, ce qui pose question, c'est comment la vigne, elle, absorbe la quantité d'eau nécessaire à sa mise en réserve, à la bonne synthèse de ses sucres et de l'ensemble des oligo-éléments, pour faire en sorte que l'année prochaine, elle nous fasse une belle fructification. Donc voilà, ma question, c'est plutôt comment on lisse des aléas de plus en plus resserrés et de plus en plus violents ou de plus en plus extraordinaires, extraordinaires dans la vie de la vigne, pas dans ce qu'il existe dans la nature,
Comment on fait pour l'amortir, en fait. Voilà. La question, c'est uniquement celle-là. Voilà. Si je peux juste ajouter, enfin, je ne veux pas, comment dire, l'idée, c'est pas de faire paniquer tout le monde, mais en fait, je pense que quand on est un professionnel du vin, si je puis me Ah ouais, permettre. je voulais juste préciser que le Wine Talk Show est sponsorisé par Prozac. Donc, vous recevrez tous une boîte de Oui, non, mais Prozac à la voilà, mais fin il faut du. voir ça. Alors, non, mais voilà. Après, moi, je me suis beaucoup posé cette question en créant Vino Futur. Est-ce que je ne vais pas rajouter de l'angoisse à l'angoisse qui est déjà là? Aujourd'hui, j'en suis à me dire que, en fait, on n'est pas des bébés. Il est temps de dire les choses et de prendre la réalité telle qu'elle est. Et voilà, donc j'y vais. Mais ceci étant, il faut aussi voir ça comme une opportunité pour réinventer plein de choses et en mieux. Donc, tout n'est pas noir. Ça va être difficile, mais tout n'est pas noir. Mais quand même, je voulais dire que quand on est, enfin, pour tous les produits vins aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marc Touzard de l'INRAE, il y a vraiment un sérieux besoin de monter en compétence sur ces questions-là de climat, de changement climatique, de l'impact du changement climatique, etc., parce que c'est extrêmement complexe. Euh, et, euh, et en fait, ça demande un peu de s'intéresser, etc. Enfin, le changement climatique, on est tous un peu paumés. Déjà, on est tous concernés. Les vignerons sont en première ligne, mais il n'y a pas que les vignerons. On parle beaucoup du vin parce que c'est très pratique. On voit les trucs, quoi. Donc, c'est très facile à comprendre. Mais 2 degrés en plus, on se dit qu'est-ce que ça va changer? En fait, la vigne, elle est capable d'absorber 2 degrés en plus. En vrai, enfin, il y a des vignes dans le sud, dans des climats bien plus arides. Sauf que, évidemment, ça va provoquer voilà, des aléas climatiques de plus en plus violents, de plus en plus répétitifs, et une espèce de chaos climatique comme ça qui est extrêmement difficile à gérer pour les vignerons, qui aiment bien une certaine... Enfin, voilà, que ça soit lisse, quoi, qu'on sache à quoi s'attendre, etc. Et ça va avoir un impact sur la pluviométrie qui est très floue. Là, c'est vraiment le flou, en fait, il ne prévoit pas forcément de diminution ou d'augmentation des quantités, mais sans certitude. Mais il prévoit, en tout cas, voilà, des pluies qui vont tomber pas au même moment que ce qu'on avait l'habitude de connaître. Voilà, donc avec peut-être des périodes effectivement très longues de sécheresse, etc., qui vont se multiplier. Donc, et ça ça fait partie du climat. Les 2 degrés en plus, la vigne elle va résister, mais ça a un impact sur la maturité des raisins qui ne mûrissent pas de la même façon, moins d'acidité, etc. Enfin voilà, des cycles complètement chamboulés, etc. Ça a un impact après sur les fermentations. Donc en fait, voilà, il y a plein de petits éléments comme ça. Quand on rentre dans le détail, en fait, c'est très concret. 2 degrés en plus, ça modifie plein de curseurs. C'est énorme, ouais. Or, la vigne est hypersensible à tout ça. Enfin, Et ça change tout. je voudrais juste commenter un petit quelque chose que dit Mélanie. Mélanie, donc, elle est dans les pays chauds, il a sûrement plusieurs cycles de vendange par année. Alors, c'est déjà le cas dans les pays qui sont en zone équatoriale ou proche équatoriale, enfin tropicale tout au moins. Par exemple, comme la Thaïlande, où on voit, ou en Inde. Moi, je me souviens avoir été en Inde en 2001, dans la région du Maharashtra, à Nasik, où on faisait 2 à 3 vendanges par an. Et voilà, donc après, ça se fait. C'est pas le résultat est pas est pas là. Et après, on est obligé donc les vignerons étaient obligés de mettre du Dormex, hein, qui est un produit qui crée une espèce de dormance. Donc on est sur une viticulture de l'extrême. On arrive à faire du vin, mais bon, les vignes produisent tellement, si vous voulez, c'est qu'au bout de 15 ans, on peut tout arracher. Elles sont tellement crevées qu'elles ont tout donné, quoi. Je crois que c'est en Espagne, ils ont réussi à inverser le cycle et en gros, ils faisaient leur vendange au mois d'avril, quoi. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais il y Il y a a des avec tests ce produit qu'on aussi. appelle le Ouais. Dormex, en fait, tu vois, qui crée D'accord, en fait, ça endort. C'est un j'aimerais espèce de bien aller voir somnifère ça. végétatif. Mais bon, voilà, c'est un produit, on est contre le mouvement de la nature, donc c'est autre Ouais, chose. le but, si j'ai bien compris de cette expérience, c'était d'avoir de la fraîcheur, en fait. Hum, Voilà. hum. Enfin, de trouver de la fraîcheur, quoi. Voilà. Bon, on Donc, en revient à peu près au même que dans Vino Futur, dans ton reportage fiction où les vignes sont cultivées en permabulle. oui, alors,
En fait, oui, dans Vino Futur, dans le numéro 1 et dans le numéro 2, il y a une fiction. Donc, dans le numéro 1, j'ai écrit une fiction, j'ai imaginé le plus grand vignoble du monde en 2072, le Muscadet. Voilà, un peu par chauvinisme, mais aussi parce que c'est une région, un vignoble que tout le monde connaît, voilà, et qui est assez simple à comprendre, en fait, je trouve. Et en fait, j'ai imaginé qu'en 2072, puis c'est pas complètement dingue de penser que la Loire sera à son optimum, est déjà à son optimum, mais ça va durer un petit moment. Et en fait, j'ai imaginé des vignes sous serre, complètement protégées des aléas climatiques. Donc là, en fait, j'ai juste tiré le fil, en fait. Aujourd'hui, les vignerons, ils cherchent à se protéger, notamment du gel, par exemple. On voit, voilà, il y a les éoliennes, mais il y a aussi des tunnels. Il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. Du film plastique type tunnel qu'on met juste pour le gel à la serre, il y a certes un grand pas, mais en fait, dans le maraîchage, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. La vallée nantaise où j'habite, c'est la vallée du maraîchage. Ils sont leaders du concombre et de la mâche sous serre. Et du coup, voilà, j'ai fait une fusion des deux. Donc, j'ai imaginé la vigne sous serre complètement. Voilà, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de climat, tout est contrôlé. Et pour couronner le tout, des vinifications par intelligence artificielle, ce qui existe aussi déjà, ce qui a déjà été inventé. Pour la bière, ça existe. Et je crois que c'est l'INRAE ou l'IAV, je ne sais plus, qui a créé un robot vigneron, en fait, qui est capable de faire, je crois, 1000 vinifications sans faillir. Voilà, c'est déjà dans les tuyaux, en fait. Donc, donc on supprime le dernier aléa, qui est le vigneron. Et comme ça, on a un produit contrôlé de A jusqu'à Z, etc. Et donc, dans ma fiction, il y a effectivement une vigneronne une jeune femme qui redécouvre des vignes plantées probablement par son grand-père dans les années 2020, donc maintenant, et qui redécouvre un peu les vignes en plein air et qui s'émerveille qu'on puisse faire pousser des trucs en plein air, quoi. Donc voilà, après c'est de la fiction, mais l'idée c'était aussi de faire réfléchir un peu quand voilà, tirer le fil, pousser l'extrême, peut-être jusqu'à l'absurde, encore que, et pour amener à réfléchir sur cette question de se protéger des aléas climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Jusqu'où on est prêt à aller? À quel moment on s'arrête, en fait, là-dedans, et où est-ce qu'on place la limite voilà, jusqu'où on est prêt à aller pour faire du vin, en fait, quoi. Et finalement, le climat, on ne va pas le changer. En tout cas, on ne va pas revenir en arrière, quoi. Donc, du coup, il va bien falloir vivre avec. Donc, comment on vit avec, en fait? C'est ça aussi. Moi, je n'apporte pas forcément de réponse à tout, même, voilà, parce que les réponses, je ne les ai pas. Mais j'essaye d'amener une réflexion parce que... De poser des questions. Ouais, de poser des questions et puis parce que je trouve que la prise de conscience, elle n'est pas encore là. Voilà, c'est mon sentiment, quoi. On se protège contre le gel, on met des éoliennes, etc. Puis on ne réfléchit pas forcément auquel le climat nous impacte, mais comment on fait pour diminuer, pour atténuer le changement climatique. Comment on participe à ça. Exactement. Donc, et ça, la réflexion, elle ne va pas toujours jusque-là, quoi. Voilà. Donc, et justement, là, pour continuer sur la réflexion et le futur, ça va passer, comme tu disais tout à l'heure, Julie, par les cahiers des charges des AOP. Justement, David, toi, par exemple, vous êtes sur les appellations en côte rouennaise, est-ce qu'il y aura des modifications à faire, justement, ou qu'est-ce que vous voyez pour les prochaines, la suite? Moi, je ne peux pas parler au nom de l'association qui pilote nos vignobles et te dire comment va évoluer le cahier des charges aujourd'hui. En tout cas, tous les vignerons de l'appellation se posent des questions et travaillent collectivement à imaginer des solutions. Voilà. Nous, globalement, déjà en Côte-Rouennaise, tu as environ 80% du vignoble qui est en bio et une majeure partie qui est en biodynamie. Donc, il y a déjà un gros travail de fond sur comment on traite, avec quoi et comment on prend soin de nos sols. Ça peut paraître
tout le monde n'est pas déjà en capacité de se poser ces questions-là. Nous, on le fait déjà collectivement. Voilà. Et là, par exemple, tu vois, on réfléchit à faire intervenir des gens sur des questions de bilan carbone ou d'impact carbone de la production vinicole à l'échelle de l'appellation. Donc, on est déjà dans une démarche où on commence à réfléchir collectivement à des solutions d'avenir. Après, le cahier des charges, si tu veux, on n'est pas en train de modifier notre cahier des charges puisque l'appellation est très neuve finalement, elle date de 95 et on est plutôt en train de réfléchir à où est-ce qu'on va planter, quelle est notre aire d'appellation idéale. Donc aujourd'hui, par exemple, on entame un gros travail de révision de l'aire d'appellation pour faire monter notre vignoble vers les monts de la Madeleine et donc vers le Massif central et quitter les bas-fonds qui sont la plaine de la Loire et le bassin d'effondrement de la Loire. Okay. Voilà, donc typiquement, ça, ce n'est pas une adaptation du cahier des charges, mais c'est permettre à des vignerons de planter de plus en plus haut et de se protéger voilà, des aléas climatiques par cette solution-là. Demain, je pense qu'il y aura des questions de faire entrer peut-être un jour des nouveaux cépages. En Côte-Rouennaise, on a un seul cépage qui est le Gamay. En particulier, on a une sélection traditionnelle ici, le Gamay Saint-Romain, qui a des caractéristiques organoleptiques un petit peu différentes de celui du Gamay qu'on connaît dans le Beaujolais, par exemple. Peut-être qu'un jour, ce ne sera pas inenvisageable d'avoir d'autres cépages que le Gamay qui s'adapteront peut-être mieux aux chaleurs, à la sécheresse, etc. Je te donne l'exemple de Reniteo, où je plante ici des chenins, emblème du Val-de-Loire en blanc, mais aussi puissant cépage pour l'adaptation au réchauffement climatique, avec une réserve d'acidité incroyable et donc toujours des capacités de développer de la fraîcheur et une aromatique fraîche très intéressante. Et puis, on retrouve du chenin dans des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, où on a des climats beaucoup plus marqués. Voilà, je me dis qu'ici, sur la Côte-Rouennaise, par exemple, c'est un marqueur des blancs de demain. Ça peut être intéressant d'avoir du chenin. Également, on plante des serines, donc des vieilles variétés de syrah qu'on a fait sélectionner sur la côte rôtie, qui sont, elles, très adaptées à nos sols très drainants et à la sécheresse. Donc, tout ça, tu vois, je vais le produire demain hors appellation. Finalement, il y aura le Gamay, le grand marqueur de l'appellation, qui est l'emblème du domaine, mais un satellite de plein d'autres vins autour. Qui font une gamme vigneronne, celle qu'on a envie de proposer à nos clients, puis celle qui nous fait plaisir de vinifier, mais qui ne rentrera pas dans l'appellation. C'est pas possible. En vin de France. Pardon ? Que tu sors en vin de France. Alors, je sers soit en vin de France, soit on a une indication géographique protégée qui s'appelle Urfé, vin de pays d'Urfé, qui, elle, est un petit peu moins restrictive et qui inclut certains cépages, dont, par exemple, la syrah et le chenin. Voilà. Aujourd'hui, peu de vignerons en Côte-Rouennaise plantent d'autres cépages. Enfin, on va dire majoritairement, on a du Gamay, puis très ponctuellement dans la gamme, on a d'autres cépages. Et on a de plus en plus de cépages du Sud. On a ici des choses autour du Viognier, de la Marsanne, on a de la Roussanne. Certains de mes voisins tentent le Riesling et ça marche très très bien, puisque sur les climats très continentaux, comme par exemple l'Alsace, ça fait des merveilles, vu qu'on est en train de subir exactement la même continentalisation de notre climat en Côte-Rouennaise, ça peut faire de très belles choses aussi. Donc voilà, on est plutôt... on va dire, on est plutôt en train d'ouvrir d'autres portes hors cahier des charges que d'essayer d'adapter un cahier des charges. En fait, ça ne voudrait pas dire grand-chose d'adapter un cahier des charges, sinon de dire aux gens, oui, ne faites plus telle ou telle chose. Enfin, voilà, il y a la typicité qui a voulu ce cahier des charges, elle doit rester en place. Et par contre, on peut tricoter autour des solutions pour avoir d'autres choses. Et si on revient un petit peu à ce que tu évoquais dans ton document Vino Futur, sur les moyens qui seraient, tu le faisais à travers 5 portraits de vignerons, hein, quels sont les moyens qu'on pourrait imaginer pour limiter ou changer ce nouveau paradigme climatique? Comment on fait pour atténuer le changement climatique? Non, mais je veux dire, quand on est vigneron, comment on fait pour se préparer ou quelles sont les solutions qu'on peut trouver, voilà, en complément de ce qui vient d'être dit, quoi. Il y a plusieurs leviers, en fait. Alors, je reprends encore l'INRAE parce qu'ils ont fait un travail assez... Enfin, voilà, je vous invite à aller découvrir l'étude La Cave, le projet La Cave, qui a travaillé pendant 10 ans sur ce sujet-là. Tout est dedans, donc voilà, je n'invente rien.
En fait, ils expliquent assez clairement, Jean-Marc Touzard explique assez clairement que l'objectif, c'est de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique d'ici 2050. Là, on est plutôt, donc ce n'est pas 2072, c'est 2050, parce qu'au-delà de 2 degrés, le vignoble français de terroir, tel qu'on le connaît, est menacé. Voilà, il y aura peut-être toujours du vin, mais on ne pourra plus faire du Chinon à Chinon, quoi. Enfin, vous voyez, ça sera autre chose. On ne sait pas quoi, mais ça aura changé, quoi. Donc, si on veut préserver le système qu'on a aujourd'hui, qui est envié et copié partout dans le monde, c'est 2 degrés, c'est la limite à se garder en tête. Et pour ça, les leviers, enfin voilà, il y a le changement de cépage. Ça, c'est tous les vignobles. Là, je vois, il y a une question, quelqu'un qui pose une question sur ce truc-là. Absolument toutes les régions aujourd'hui s'intéressent au changement de cépage. Alors, l'INAO a introduit, c'est très compliqué un changement de cépage, c'est vertigineux, surtout dans les appellations monocépages, quoi, parce que, vous voyez, encore une fois, le muscadet, c'est du melon de Bourgogne, le melon de Bourgogne, c'est du muscadet. Donc, si vous mettez autre chose, en plus, le climat a changé, enfin, il reste quoi, en fait? Donc c'est très compliqué. Mais l'INAO a introduit les VIFA, donc les variétés intermédiaires à fin d'adaptation. Donc, la possibilité de tester pendant 10 ans des cépages, 10 exactement, 10 cépages. Les syndicats d'appellation, les ODG, décident ce qu'ils veulent tester. Ils ont 10 ans pour les tester et dans 10 ans, il y aura un bilan qui sera fait. Et donc, ils peuvent tester. Alors, c'est limité, c'est 5% de la surface d'encépagement et 10% de l'assemblage. Oui, c'est ça. Mais voilà, et en fait, ils testent partout. Alors, ils vont chercher des vieux cépages, des cépages oubliés parce qu'ils étaient un peu enfin voilà, ils mûrissaient pas bien, etc. Puis on se rend compte que finalement un cépage un peu acide, c'est bien. Des cépages du sud, des cépages grecs, italiens, espagnols, enfin voilà. Des cépages, des variétés résistantes. Quelqu'un qui parle de génétiquement modifié, je pense que c'est à ça que ça fait référence parce que c'est pas des OGM, hein, les variétés résistantes, c'est des croisements, c'est des hybrides en fait entre Vitis vinifera et une vigne, on va dire un peu plus sauvage, qui n'est pas apte à produire du vin pour faire du raisin pour faire du vin, mais qui résiste au mildiou et à l'oïdium notamment. Et donc, ça fait des variétés résistantes. Donc, certains vont vers cette solution-là, d'autres s'y refusent complètement. Donc, ça, c'est encore d'autres choix. Et en fait, c'est vraiment le grand chamboule-tout. C'est la question à 15 000 $ que vous pouvez poser si vous voulez faire bafouiller un président de syndicat d'appellation. C'est vraiment la question où politiquement, ça va être compliqué à gérer parce que pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai assisté à des dégustations de vignerons qui disent, bon, alors on va chercher un nouveau cépage. Il y a combien de cépages dans le monde? 8000. Enfin, c'est l'aiguille dans une botte de foin. Puis qu'est-ce qu'on cherche? On veut la même chose que ce qu'on fait, un truc différent. Il faut se projeter dans 50. Enfin, c'est puis hyper compliqué, quoi. Au-delà du cépage, tu as la qualité du matériel végétal qui est quand même Il y super a la importante. qualité. Ah oui, j'ai oublié cette option-là. Tu fais bien de me reprendre. Il y a La qualité effectivement, du il y a matériel aussi des végétal, je veux gens dire, et même comme un vigneron. quand tu penses nouveau cépage, je veux dire, Enfin, moi j'aime bien rappeler quand même qu'il y a 200-300 ans, toutes les vignes étaient en foule, mélangées, il n'y avait pas de monocépage. Oui. Je veux dire, Oui, ça voilà, et aussi, c'est ça, des sujets. J'étais en ouais, Alsace, ouais. voilà. Enfin, typiquement, ils se posent ce genre de questions. Après, il y a des vignerons. Il y en a un qui m'a dit non, mais changer de cépage, c'est un truc de feignant. Il faut juste travailler un peu plus, Mais améliorer son tu vois, matériel. même sur le matériel végétal, si tu compares des qualités entre de la massale et du clonage, enfin, si tu aussi c'est pour ajouter des cépages avec des trucs clonés, c'est compliqué aussi, hein. C'est compliqué, hein. Et il y a la qualité du porte-greffe, il y a la façon dont il est planté. Enfin, il y a plein de curseurs, effectivement, avant d'aller au changement de cépage. Mais je veux dire, il y a des appellations où ça va être très compliqué de changer de cépage, mais même en Bourgogne, ils y pensent. Hein, donc, c'est partout, quoi. Et c'est une piste vertigineuse, mais que personne n'écarte pour l'instant parce qu'il y a des coins où vraiment c'est très compliqué. Voilà, en fait, il va falloir, c'est aussi un truc, il va falloir, quand on parle le vin du futur, qu'est-ce qu'on boira? En fait, je pense que là, dans les prochains temps, nous autres consommateurs ou sommeliers ou cavistes, etc., il va falloir être un peu ouverts
parce que les vignerons, comment dire, agiles, ceux qui vont chercher des solutions pour s'adapter le plus vite possible, ils vont tester plein de choses. Et en fait, ça va être aussi chouette, mais il va y avoir des ratés, ça c'est sûr. Mais je veux dire, voilà, il y en a beaucoup voilà, qui testent. Alors, on va avoir de la Syrah en Alsace, on va avoir des trucs bizarres, et il va falloir être ouvert aussi du côté des consommateurs et s'habituer à ça. Enfin, après, on peut être gardien du temple et vouloir à tout prix préserver le patrimoine, etc. Sauf que, bon. Et tu sais, je trouve que le sujet du cépage, il est bien sûr important et essentiel, mais il est un peu limitant quelque part aussi, puisque ce qui est important quand même, c'est l'équation terroir, tu vois. Le cépage Oui, est un des sujets. Mais... Oui, mais dis ça à un vigneron du Muscadet, parce que Non, moi, mais je sais bien. j'ai posé cette question, je lui dis, changement de cépage, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, bah non, non, le melon, enfin, voilà, on est attaché à notre... Voilà, on ne va pas commencer à faire n'importe quoi, puis le melon, il n'y a que nous qu'en faisons, enfin, non, quoi, le Muscadet, c'est du melon. Et je dis, alors, je te repose la question autrement, comment tu fais si dans 30 ans, le Muscadet, avec du melon de Bourgogne, c'est un vin lourd, sans acidité, et qui est complètement à l'opposé du muscadet tel qu'il est décrit et enfin voilà Et le penser muscadet aujourd'hui, ouais. est pensé aujourd'hui. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux garder le muscadet comme un vin frais avec une belle acidité, une belle tension, ou alors tu veux garder le melon de Bourgogne? Qu'est-ce que tu fais? Lequel tu choisis? Il m'a dit ah oui, vu comme ça, bon bah et là ça devient plus compliqué. À Chinon c'est pareil. J'ai eu cette discussion là avec un vigneron, il m'a dit on ne pourra pas garder les deux. On ne pourra pas être un petit rouge gouléant et avoir du cabernet. C'est pas possible. Est-ce qu'on veut choisir de représenter son lieu ou est-ce qu'on veut mettre en avant un cépage? Le lieu, il change. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué, quoi. Et en plus, changer de cépage, c'est pas simple. Là, pour les cépages, voilà, pour les cépages qu'on aura dans 30 ans, c'est maintenant qu'il faut y penser. Voilà, c'est quand même un sacré pari. Il faut aussi savoir les cultiver, mine de rien. Il y a un savoir-faire qui est associé à ces cépages. Voilà, donc c'est vraiment très. Et puis, alors, les appellations, quoi. L'INAO, ils ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain le cahier des charges. Donc, il y a un rythme à suivre, etc. Donc, on peut mettre 20 ans. Alors, du coup, justement, parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, les amis, ça passe hyper vite. Il y a tellement de sujets. C'est riche. Et donc, ce que je voulais... Il y avait un sujet hyper intéressant aussi avant de conclure aussi. Donc, on a parlé beaucoup de la partie vigne, voilà, des aléas climatiques, des changements, etc. On remarque et on a appris par les chiffres que tu communiques, notamment Julie, que 50% du poids carbone du vin est dû au transport, au conditionnement. Et notamment, tu disais qu'il y avait des lois qui se mettaient en place, notamment au Canada où tu parlais, où les vins qui feront au-delà de 500 grammes, je crois, ne pourront plus être acceptés. Voilà, sur le pays. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un engagement de la filière, des producteurs de verres, de bouteilles, des transporteurs, du coup, au sein des domaines qui doit être mis en place, j'imagine, pour la suite. Voilà. En fait, oui, dans le bilan carbone d'un domaine viticole, les rares qui l'ont fait, parce que pour l'instant, ça reste quand même assez anecdotique, découvrent avec stupeur que non, ce n'est pas le tracteur qui consomme, qui dépense le plus, qui émet le plus de carbone, mais leurs bouteilles, le transport, etc. Donc, c'est d'abord, il y a un choc. Ils m'ont tous dit, je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est le marketing et le conditionnement qui pèse le plus lourd. Et ce n'est pas du tout la production du vin en elle-même, quoi. Donc voilà, donc il y a ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réduire le poids des bouteilles. Je pense que là, il y a un vrai mouvement dans les pays anglo-saxons des critiques qui militent très activement. Il y a encore un article dans Vitisphère aujourd'hui, je vous invite à le lire, pour que soient interdites ou en tout cas pénaliser les bouteilles injustement trop lourdes. Voilà, parce qu'une bouteille de 700-800 grammes, 1 kg, ça ne sert à rien ni à personne, en fait. Donc, ça n'a aucun autre impact que marketing. Voilà, le vin n'est pas mieux conservé dans une bouteille de 800 grammes qu'une bouteille de 500. En fait, ça ne change rien. Donc, déjà ça. Après, trouver des alternatives quand c'est possible. Mais alors là, comment vous dire alors, les alternatives, ce serait... la consigne.
Et aujourd'hui, le réemploi est vraiment en train de passer à l'étape d'après. Aujourd'hui, je pense que peut-être David pourra en parler, mais vu le prix des bouteilles, la difficulté parfois à se les procurer, etc., il y a une vraie prise de conscience aussi, très pragmatique de bon, en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est un vrai risque. Donc, ça accélère le truc. Et la Bout à Bout qui est en Loire et qui est un peu leader sur ce sujet-là, ils viennent de lever, je crois, 4 millions d'euros. Donc, sur le réemploi, quoi, pour relancer les filières, etc. Donc, il y a vraiment un engouement. Tout le monde est pour, mais alors c'est long à prendre. Hein. Voilà. En théorie, personne n'est contre le réemploi, mais en pratique, c'est très compliqué à mettre en place. Mais par contre, c'est une vraie solution pour la consommation nationale. Pour l'export, c'est encore un autre sujet. Donc là, il y a les bibes, les canettes, les bouteilles en plastique, avec tous les inconvénients que ça a, parce que ça en a plein d'autres. Hein. Il n'y a pas que le carbone, il y a aussi la contamination des eaux. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Et le transport en vrac. Enfin, en fait, l'idée, c'est aujourd'hui, les gens qui sont là-dessus disent, en fait, l'idée, c'est de sortir de cette idée que la bouteille en verre, c'est le conditionnement ultime du vin. Sachant que 80% des vins sont consommés dans l'année aussi. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir un contenant aussi coûteux en énergie, aussi énergivore, qui a la première qualité, c'est quand même de pouvoir préserver le contenu pendant 100 ans, quoi, ou même plus. Donc, et David, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu vois ça? Toi, tu as un point de vue à partager ou... Je me pose fortement la question là, dans l'avenir de comment on va travailler là-dessus. Alors, pas seulement pour des questions de bilan carbone, étant donné que moi, je vends principalement localement ou en France et pas à l'export ou au grand export. Par contre, voilà, la consigne est quelque chose de très intéressant, mais les filières sont quasiment inexistantes aujourd'hui. Alors, on redémarre, les remettre en place est extrêmement, extrêmement lourd. Donc, bon, je pense que c'est une solution d'avenir. Il va falloir travailler dessus, en tout cas. C'est sûr, ça se remet en place, notamment dans les pays anglo-saxons qui sont moteurs à cet endroit-là. Pour moi, c'est le compromis entre ce que le consommateur est prêt à acheter, c'est-à-dire quand même une bouteille en verre avec une jolie étiquette, parce que le vin, c'est aussi cet attribut-là et c'est aussi ce produit de culture-là. Et ce que nous, on a besoin en termes de contenant pour garder des qualités organoleptiques et permettre au vin de vieillir. Après, je crois fortement à des bouteilles alternatives. Il y a des gens qui travaillent autour du lin ou de plastiques végétaux. Voilà, il y a des choses à développer. Elles sont en cours. Ça va encore un petit peu doucement et puis ça va mettre très longtemps avant de s'étendre. Mais il faut aller vers ça. Ouais. Mais je pense que, comme dans tous les trucs sur le changement climatique, en fait, chercher le produit miracle ou la technologie miracle qui va d'un coup de baguette magique régler le problème parce qu'on va remplacer la bouteille en verre par un truc qui n'aura pas d'impact, etc. C'est un peu une illusion. Il peut y avoir un nouveau matériau génial, mais en fait, il y a quand même quelque chose ce problème de bouteille là, il interroge aussi tout un tas de modes de consommation, etc., le poids du marketing, enfin, il y a plein de choses qui, du coup, apparaissent dans l'angle mort un peu du vin, comme ça, sur son impact environnemental, et qui, si on veut les régler, demandent des changements qui ne sont pas uniquement techniques, en fait, c'est aussi des changements culturels, etc. Est-ce qu'on a besoin d'avoir du vin partout dans le monde? Enfin, voilà, il y a aussi cette idée-là. Enfin, là, je vais un peu loin, mais enfin, voilà, je trouve que voilà, il ne faut pas attendre la solution miracle qui va remplacer. Il y a des habitudes qui vont devoir changer, c'est évident. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Après, il y a des trucs tellement dingues. Enfin, voilà. À Bordeaux, par exemple, ils ont soulevé le lièvre. Un des trucs qu'ils veulent changer, c'est arrêter de transporter du vin par avion. Ça paraît bête, hein, parce qu'on se dit le vin, c'est pas vraiment urgent quand même, quoi. On peut lui laisser le temps de faire le tour du monde en bateau, c'est pas très grave, quoi. Eh bien, si, il y a des gens qui le transportent en avion pour des raisons que j'ignore et qui sont sans doute très bonnes à leurs yeux, mais ça, par exemple, c'est des choses voilà, qui vont devoir arrêter. Enfin, je suis désolée d'être un peu radicale, mais moi, en tout cas, en tant que citoyenne, on va dire, c'est des choses qui me paraissent un peu aberrantes, quoi. Le vin, j'aime le vin, ma vie tourne autour du vin, je ne suis pas vigneronne, mais bon, quand même. Mais il faut quand même rappeler, et les vignerons en ont tout à fait conscience, ce n'est pas un produit indispensable à la survie, quoi.
Donc, la question aussi est... Moi, je dirais quand même qu'un bon verre de vin, ça nous réjouit le cœur. Ça aide. Non, moi, mais je vais dépérir sans vin. Moi. Non, mais voilà, c'est la question que... non, mais tout le monde, on va tous dépérir, on va sûrement plus tous se taper dessus encore plus qu'aujourd'hui. Mais c'est la question que je soulève dans Vino Futur 2, c'est à quoi sert le vin? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et si oui, à quel coût? Alors, je répondrai à ta question par une seule chose. Le vin est depuis 7000 ans lié à l'histoire de l'homme et de la femme, et on a perdu le sens profond de à quoi sert le vin. Le vin est une boisson spirituelle avant tout. C'est un peu ce que m'a dit le philosophe que j'interviewe J'aurais pu t'interviewer, mais effectivement, en fait, c'est de revenir un peu à quoi sert le vin pour justement faire les bons choix. Et le bon choix, c'est pas d'envoyer du vin avec un avion. Enfin, bref, il y a des curseurs comme ça à replacer sur des priorités, mais c'est vrai du vin et c'est vrai de plein d'autres choses. Après, chacun a ses visions un peu politiques. Là, on parle de vin, c'est de la politique aussi. Hein. Voilà, donc voilà, mais c'était juste pour dire que qu'il va y avoir beaucoup de changements et les filières viticoles, en tout cas les gens qui réfléchissent à ça dans les filières viticoles, en sont très conscients en fait, et ils savent bien que ça va être compliqué, et aujourd'hui les enjeux ils sont pas vraiment techniques, ils sont plus humains, culturels, politiques. Voilà, c'est comment on y va, quoi. Voilà. Alors il y a plein de questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre malheureusement. Ouais. Je vais laisser Justine, moi je voulais vous remercier tous les deux, je vais laisser Justine conclure et vous annoncer le prochain Wine Talk Show dans 15 jours, mercredi 23. Voilà, donc si vous voulez poursuivre ces apprentissages, n'hésitez pas à regarder ce qu'on fait en termes de formation, puisque les enjeux climatiques et les pratiques culturelles, tout ça, c'est quelque chose qui est central au sein de l'école, puisque donc on est partenaire avec Julie. On croit beaucoup dans la réflexion qu'elle propose, et donc on a offert à nos apprenants cette année donc le petit dépliant Vino Futur. Voilà, donc je te passe la main, Justine, et puis on dira. C'est important que les jeunes, tous les gens qui se forment au vin puissent se poser des questions et savoir qu'il y a des problématiques, et au moins s'éveiller à ça, parce que tous ces gens seront les cavistes demain. Et il y a des circuits courts, des choses à mettre en place sans doute. Donc voilà. Merci à tous les deux. Julie, c'était super d'échanger avec toi ces derniers temps, et puis ce soir aussi surtout, pour tous ces partages très riches. Merci à David. Très hâte de goûter tes vins, notamment, je me souviens, la part des Lyonnes, en Gamay Saint-Romain, super bon en Côte-Rouennaise. Donc, c'est jeunes vignerons à découvrir. Merci pour l'invitation. Vas-y, Julie, Non, mais j'ai oublié de dire, parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent où est-ce qu'on peut le trouver. Donc, vinofutur.fr. Il y a tout ce qu'il faut pour trouver Vino Futur dessus. Voilà, désolée pour le placement de produit. Mais non, mais c'est pas. Mais c'est hyper intéressant. Moi, je me suis régalée à le lire. Vraiment, Vino Futur, c'est un bon réflexion. Que vous pouvez mettre dans votre chambre. Voilà. Très sympathique et très bien imagé. Et c'est un peu stressant, anxiogène, mais en même temps, il y a une possibilité. On se dit que voilà, il y a des belles choses aussi qui peuvent arriver si on s'y met ensemble. Alors, on se retrouve le 23. On se retrouve le 23. Dans 15 jours. Le mercredi, maintenant, ce ne sera plus le jeudi, les Wine Talk Show. On commence à partir d'aujourd'hui le mercredi, parce que Franck ne travaille pas le reste du temps. Je crois qu'il a tennis le jeudi soir, c'est pour ça. Donc, du coup, on a changé. Franck. La piscine. La piscine, voilà. Donc, il met son bonnet de bain le jeudi soir. Donc, du coup, on a switché sur le mercredi. Voilà. Et donc, blague à part, vendredi, donc mercredi 23, on retrouvera Marie-Thérèse Chapaz, donc dans le Valais, à Fully, avec son œnologue. C'est pour ça qu'on vous a mis le Valais derrière. Oui, magnifique. Voilà, donc c'est super, on est hyper content de la recevoir aussi, 3 décennies qu'elle fait du vin. Donc on va voir aussi la personne qui travaille avec elle, la Tristan, qui est un grain d'or quand tu nous tiens. Voilà. Et ça va être très chouette. On va pouvoir parler d'énergie, de vivant et de biodiversité à Fully.
Merci à vous toutes et à vous tous. Et excellente soirée. Merci Julie, merci David. Puis voilà, donc lisez Vino Futur, goûtez les vins de David sans limite de commande. Voilà. David, David t'a dit qu'il y avait moins 50 pour ceux qui commandaient dans les 10 minutes, c'est ça, hein? Oui, voilà, on va faire ça. Bonne soirée à tous, merci. Merci, Bonne soirée. ciao, bye bye. Au revoir. Merci.